Dans les rues pluvieuses de Paris. Un soir d'automne glacial. Sophie, âgée de 18 ans, fut jetée dehors par ses propres parents, accusée d'être laide et indigne de leur nom de famille respectable. Ce qui avait commencé comme une dispute ordinaire sur son apparence s'était transformé en un ultimatum cruel, partir ou être renié pour toujours. Mais la véritable laideur qu'ils évoquaient n'était pas son visage. C'était son amour naissant pour une autre fille. Une vérité qu'il refusait d'affronter. La laissant seule avec un sac à dos et un cœur brisé. Sophie errait sous la pluie. Les larmes se mêlant aux gouttes froides. Son monde s'effondrant en un instant. Elle avait toujours su que sa famille, ancrée dans les traditions bourgeoises du 16e arrondissement, valorisait l'apparence et la conformité par-dessus tout. Son père, un avocat renommé, et sa mère, une femme au foyer impeccable, avaient élevé leurs enfants dans un cocon de perfection sociale. Mais Sophie, avec ses cheveux courts et son style androgyne, détonnait. Ce soir-là, tout avait basculé quand ils avaient découvert une lettre d'amour destinée à Camille, sa camarade de lycée. « Tu es une abomination » avait hurlé son père, les veines saillantes sur le front. « Nous ne tolérerons pas cette laideur dans notre maison. » Sophie avait supplié. Expliqué que c'était de l'amour pur. Mais leur regard froid l'avait condamnée. Elle trouva refuge chez une tante éloignée à Montmartre. Une artiste bohème qui l'accueillit sans jugement. Les jours suivants furent un tourbillon de douleurs, appels ignorés. Messages supprimés. Comme si elle n'avait jamais existé. Camille, effrayée par la violence de la réaction, rompit le contact, laissant Sophie isolée dans sa peine. Elle se jura de survivre, de prouver qu'elle n'était pas la laideur qu'il voyait. Inscrite à l'université, elle étudia la psychologie. Fascinée par les mécanismes de l'esprit humain, espérant comprendre pourquoi l'amour pouvait être perçu comme une menace. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où elle revoyait le visage déformé de rage de ses parents. Des années passèrent, et Sophie, maintenant 25 ans, avait reconstruit sa vie. Elle travaillait comme conseillère en orientation dans une association LGBT à Paris, aidant des jeunes comme elle à naviguer les tempêtes familiales. C'est là qu'elle rencontra Émilie. Une femme de 27 ans, aux cheveux blonds courts et au sourire qui illuminait les pièces sombres. Émilie était professeure d'art, issue d'une famille libérale de Provence, mais marquée par ses propres batailles contre la dépression. Leur rencontre fut fortuite, lors d'un atelier sur l'acceptation de soi. Leurs regards se croisèrent, et une connexion immédiate s'établit. Sophie, prudente après son passé, hésita. Mais Émilie, avec sa franchise désarmante, brisa les barrières. « Je vois en toi une force que tu ignores encore » lui dit-elle un soir, sous les lumières de la scène. Leur relation grandit lentement, nourrie de conversations profondes sur l'identité et la société. Sophie confia son abandon. Et Émilie, touchée, promit de ne jamais la laisser tomber. Pourtant, des ombres planaient, Sophie craignait que l'histoire se répète, que l'amour les expose à de nouvelles blessures. Émilie, de son côté, luttait contre l'idée que sa famille, bien couverte, pourrait ne pas comprendre la profondeur de leur lien. Elles décidèrent de vivre discrètement, évitant les cercles familiaux. Mais le destin en décida autrement quand Sophie reçut un appel inattendu, sa mère, hospitalisée pour une grave maladie.
voulait la voir. Le passé ressurgissait, forçant Sophie à affronter les démons qu'elle avait enterrés. Émilie insista pour l'accompagner, mais Sophie refusa, terrifiée à l'idée de mêler son amour à cette confrontation. « C'est mon combat », murmura-t-elle, embrassant Émilie avant de partir. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde. Sa mère, amaigrie et pâle, leva les yeux vers elle avec un mélange de regret et de défiance. « Pourquoi es-tu revenue » demanda-t-elle d'une voix faible. Sophie, le cœur battant, répondit, « Parce que je ne suis pas la laideur que vous avez inventée. » La conversation tourna vite au vinaigre. Son père, présent, défendit leur décision passée, arguant que c'était pour son bien. Sophie sentit la rage monter, mais elle se contint, posant des questions sur leur vie sans elle. Ils avaient effacé ses photos, prétendu qu'elle étudiait à l'étranger. La trahison la frappa comme un coup de poignard. De retour chez elle, Émilie l'attendit avec un thé chaud et des bras ouverts. Sophie s'effondra, racontant tout. « Ils ne changeront jamais », sanglota-t-elle. Émilie, serrant ses mains, répondit, « Mais toi, tu as changé. Et c'est ça qui compte. » Leur lien se renforça ce soir-là. Mais Sophie savait que ce n'était que le début. Des rumeurs circulaient dans leur cercle d'amis, la famille de Sophie cherchait à la contacter pour des raisons obscures. Émilie, sentant la tension, proposa un week-end à la campagne pour s'évader. Là, au milieu des vignes provençales, elles parlèrent d'avenir, de mariage peut-être, ignorant que des choix difficiles les attendaient. Sophie, pour la première fois, envisagea de confronter publiquement son passé, mais la peur la retenait. Le retour à Paris apporta une nouvelle épreuve. Un collègue mal intentionné révéla accidentellement la relation de Sophie à un journaliste local, intéressé par les histoires de discrimination familiale. Soudain, leur vie privée était menacée d'exposition. Émilie paniqua, craignant pour sa carrière dans l'éducation. « Et si mes élèves l'apprennent ? Et si mes parents réagissent mal ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de doute. Sophie, blessée, argumenta que cacher n'était pas vivre. Leur première dispute éclata, révélant des fissures. Sophie voulait l'authenticité, Émilie la prudence. Elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était plantée. Sophie décida de rencontrer seule le journaliste pour contrôler le récit. Le rendez-vous avec le journaliste se déroula dans un café discret du Marais. L'homme, un quadragénaire aux yeux perçants, écouta Sophie avec attention. « Votre histoire pourrait inspirer beaucoup », dit-il, notant frénétiquement. Sophie hésita, pesant le risque de revivre son abandon publiquement. Elle choisit de partager, mais anonymement, espérant que cela aide d'autres. De retour, elle confia à Émilie sa décision, qui réagit avec appréhension. « Et si ta famille l'apprend ?» Émilie avait raison. Quelques jours plus tard, l'article parut, et bien que les noms soient changés, les détails étaient trop précis. Le téléphone de Sophie sonna, c'était son frère, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Papa est furieux. Il veut te voir. » La rencontre familiale fut un champ de mine. Dans l'appartement bourgeois,
L'air était chargé de tension. Son père, les traits durcis par l'âge, l'accusa d'avoir sali leur réputation. « Tu nous fais passer pour des monstres », tonna-t-il. Sophie, debout, répliqua calmement, « Vous l'avez fait vous-même en me jetant dehors. » Sa mère, encore faible, pleura en silence, murmurant des excuses timides. Son frère, médiateur maladroit, tenta de calmer les esprits, mais les vieux griefs ressurgirent. Sophie apprit que leur « laideur » était un euphémisme pour son orientation. Une peur irrationnelle nourrie par leur éducation catholique stricte. Elle quitta la maison épuisée. Mais avec une lueur d'espoir, sa mère avait glissé un numéro de téléphone, promettant un appel privé. Émilie, attendant anxieusement, l'accueillit avec soulagement. Mais la soirée tourna au vinaigre quand Émilie avoua avoir contacté sa propre famille pour tester les os. Ils sont choqués. Mais ils essaient de comprendre, dit-elle. Sophie se sentit trahie. Pourquoi Émilie avait-elle agi sans elle? C'est notre vie à deux, cria-t-elle. La dispute escalada, touchant des nerfs à vif. Émilie, larmes aux yeux, admit sa peur de perdre Sophie dans ce chaos. Elles passèrent la nuit séparées, chacune ruminant ses doutes. Le lendemain, une réconciliation fragile s'établit. Mais Sophie sentait que Émilie cachait quelque chose. Au travail, Sophie affronta de nouvelles pressions. L'association recevait des menaces anonymes après l'article, forçant une fermeture temporaire. Sophie, culpabilisée, se demanda si son choix avait été égoïste. Émilie, de son côté, subit des regards en coin à l'école, des parents conservateurs murmurant sur sa vie privée. Leur relation, autrefois refuge, devint source de stress. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, elles se tinrent la main publiquement pour la première fois. Le geste libérateur fut interrompu par un appel, la mère de Sophie voulait la voir seule. Émilie encouragea Sophie. Mais une jalousie subtile perçait. La rencontre avec sa mère dans un parc tranquille révéla des secrets enfouis. Ton père a toujours su. Mais il craignait le scandale, confia-t-elle, les mains tremblantes. Elle parla de son propre passé, une amitié ambiguë à l'adolescence, étouffée par la société. Sophie, émue, vit une faille dans l'armure familiale. Mais la conversation prit un tour sombre quand sa mère implora « Reviens ?» Mais sans ça. Sophie refusa, affirmant son amour pour Émilie. En rentrant, elle trouva Émilie emballant des affaires. « Je pars chez mes parents pour réfléchir, » dit-elle, évitant son regard. Sophie, stupéfaite, supplia. Mais Émilie partit, laissant un vide abyssal. Seule, Sophie sombra dans la dépression, questionnant chaque décision. Avait-elle poussé trop loin? Ses sessions de thérapie, qu'elle avait reprises, l'aidèrent à disséquer ses émotions. Elle contacta Camille, son amour de jeunesse, pour clore le chapitre. Camille, mariée maintenant, s'excusa pour sa lâcheté passée. J'avais peur, comme toi maintenant. Cette conversation réveilla Sophie, elle ne voulait pas répéter les erreurs. Elle décida de poursuivre Émilie en Provence,
prête à tout pour sauver leur amour. Le voyage en train fut un tourment intérieur, balançant entre espoir et résignation. Arrivée, elle trouva Émilie chez ses parents. Une maison chaleureuse aux murs couverts de tableaux. Les parents d'Émilie, surpris mais accueillants, les laissèrent seuls. Émilie, les yeux rougis, avoua, j'ai peur que ton passé nous détruise. Sophie, à genoux, promit de ralentir, de bâtir ensemble. Elles s'embrassèrent, scellant une trêve. Mais au dîner familial, une révélation inattendue, le père d'Émilie, un ancien militant, encouragea leur union, contrastant avec la rigidité de la famille de Sophie. Cela raviva l'espoir, mais aussi la colère envers son propre clan. De retour à Paris, elles affrontèrent une nouvelle tempête. L'article avait inspiré un documentaire, et un producteur contacta Sophie. Émilie, hésitante, accepta de participer, voyant une opportunité de sensibilisation. Mais lors des interviews, des tensions émergèrent. Émilie minimisa certains détails pour protéger sa image, frustrant Sophie. Une dispute éclata en coulisses, révélant des visions divergentes. Sophie voulait la vérité brute, Émilie la diplomatie. Elles surmontèrent, mais le fossé grandissait. Le documentaire, diffusé sur une chaîne nationale, propulsa leur histoire dans la lumière. Réaction mitigée, soutien massif de la communauté LGBT, mais critiques virulentes de conservateurs. Sophie reçut des lettres haineuses, Émilie des appels anonymes à l'école. Leur appartement devint une forteresse. Porte verrouillée, rideaux tirés. Sophie, déterminée, organisa des conférences, transformant la douleur en action. Émilie, plus réservée, se retira, prétextant du travail. Sophie sentit le décalage, leur amour, autrefois égal, penchait vers le sacrifice unilatéral. Un soir, après une conférence épuisante, Sophie trouva Émilie en pleurs. Un test de grossesse à la main. Négatif. Mais la panique révélait plus. Émilie avait envisagé une vie normale pour apaiser ses doutes. Et si on se trompait, murmura-t-elle. Sophie, choquée, questionna leur engagement. La nuit fut un tourbillon d'accusations. Émilie reprocha à Sophie son intransigeance. Sophie accusa Émilie de faiblesse. Au matin, Émilie proposa une pause, brisant le cœur de Sophie. Juste du temps, dit-elle, partant pour un stage artistique en Bretagne. Seule à nouveau, Sophie confronta sa famille une dernière fois. Invitée à un dîner tendu, elle posa un ultimatum, accepter son identité ou la perdre définitivement. Son père, affaibli par l'âge, céda partiellement, admettant des regrets. Sa mère, émue, embrassa Sophie pour la première fois depuis des années. Mais le frère révéla une trahison, il avait contacté Émilie en secret, l'encourageant à partir pour protéger Sophie. Furieuse, Sophie quitta la table, jurant de couper les ponts. Cette révélation alimenta sa rage, la poussant à écrire un livre sur son parcours. Pendant l'absence d'Émilie, Sophie plongea dans l'écriture, cathartique mais isolante. Des amis l'entourèrent,
Mais le vide persistait. Elle reçut une lettre d'Émilie. « Je t'aime. Mais j'ai besoin de me trouver. » Sophie, déchirée, répondit avec honnêteté, exposant ses peurs. Le silence suivit, amplifiant l'angoisse. Au travail, une jeune femme, victime d'abandon similaire, consulta Sophie. Miroir de son passé. Cela la réveilla, elle ne pouvait abandonner Émilie sans lutter. Elle partit pour la Bretagne, déterminée à reconquérir. La retrouvant dans un atelier côtier, l'accueil fut froid. Émilie, entourée d'artistes, semblait épanouie. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-elle. Sophie, vulnérable, confia, « Parce que sans toi, je suis perdue. » Elles parlèrent des heures. Dénouant les nœuds, Émilie admit sa peur du jugement social. Sophie sa tendance à forcer les confrontations. Une nuit sous les étoiles. Elles se réconcilièrent, promettant une communication ouverte. Mais un appel interrompit, le père de Sophie avait eu une crise cardiaque, demandant à la voir. De retour à Paris, Sophie visita l'hôpital. Émilie à ses côtés pour la première fois. Le père, alité, murmura des excuses sincères, « J'avais tort. Ta laideur était ma peur. » Sophie, larmes aux yeux, pardonna partiellement, mais posa des conditions, accepter Émilie. Il hocha la tête, faiblement. Cette victoire aigre-douce renforça leur couple. Mais Émilie confia un secret, pendant la pause. Elle avait flirté avec une artiste, sans aller plus loin. Sophie, blessée, questionna la fidélité. Émilie jura que c'était une erreur, née de la confusion. La confiance ébranlée. Elles décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Les sessions révélèrent des couches profondes. Sophie portait le trauma de l'abandon, Émilie celui d'une enfance instable. Elles travaillèrent sur l'empathie, transformant les conflits en croissance. Pourtant, la société continuait de peser, une pétition contre le documentaire circula, menaçant leurs emplois. Sophie, défiante, organisa une contre-manifestation, impliquant Émilie. Ensemble, elles affrontèrent la foule, main dans la main, symbolisant leur résilience. Mais un incident violent, une insulte hurlée, un projectile lancé les secoua. Émilie, effrayée, envisagea de déménager. Le déménagement devint un débat houleux. Émilie voulait la quiétude de la campagne, Sophie l'énergie de Paris pour son activisme. Elle compromise sur Lyon, une ville intermédiaire. Le changement fut libérateur, nouveau départ, loin des ombres familiales. Sophie trouva un poste dans une ING locale, Émilie dans une école progressiste. Leur relation fleurit, nourrie de routines partagées, promenades le long du Rhône, dîners intimes. Mais le passé rattrapa quand le livre de Sophie fut publié. Acclamé mais controversé. Des débats télévisés l'opposèrent à des figures conservatrices, exposant des failles morales sociétales. Lors d'une émission, un panéliste accusa Sophie de détruire les valeurs familiales. Elle répliqua avec passion, « L'amour n'est pas une menace. C'est l'ignorance qui l'est. » Émilie, regardant depuis la maison, fut fière mais inquiète.
Le lendemain, une lettre anonyme arriva, menace contre leur sécurité. Paniquées, elles renforcèrent les précautions, mais la tension éroda leur intimité. Émilie, frustrée, confronta Sophie, « Ton combat nous coûte cher. » Sophie, défensive, argua que le silence perpétuait l'oppression. La dispute culmina en une nuit séparée, chacune questionnant le prix de leur amour. La réconciliation vint via une lettre de la mère de Sophie, exprimant un soutien timide. Encouragée, Sophie invita sa famille à Lyon. La visite fut tendue, le père, convalescent, observa Émilie avec réserve, mais la mère engagea la conversation. Le frère, repentant, s'excusa pour sa trahison passée. Émilie, charmante, gagna du terrain. Au dîner, un toast maladroit scella une paix fragile. Sophie, émue, vit un aperçu de rédemption. Mais le départ révéla des fissures, le père murmura à Sophie, « Elle est bien. Mais est-ce vraiment pour toujours ?» Le doute semait. Sophie le garda secret, craignant d'inquiéter Émilie. Des mois plus tard, une opportunité professionnelle pour Émilie, un poste à l'étranger, testa leur lien. « C'est mon rêve, » dit-elle, excitée. Sophie, terrifiée par la distance, argumenta contre, révélant son insécurité. Émilie, blessée, accusa Sophie d'égoïsme. Elles négocièrent, Émilie partirait pour 6 mois. Sophie la rejoindrait périodiquement. La séparation fut déchirante. Aéroport rempli de larmes. Seule à Lyon, Sophie replongea dans le travail, mais la solitude amplifia les doutes. Des appels nocturnes maintenaient le feu. Mais des malentendus surgissaient, Émilie mentionna une collègue proche, éveillant la jalousie. Lors d'une visite, Sophie découvrit des messages ambigus sur le téléphone d'Émilie. Confrontation explosive, Émilie admit une attirance passagère, mais niait. C'était rien. Juste la solitude. Sophie, trahie, partit en claquant la porte. De retour en France, elle envisagea la rupture, consultant des amis. Mais une réflexion profonde la fit douter. Avait-elle poussé Émilie à cela par son intransigeance? Elle décida de pardonner, mais à condition d'honnêteté totale. Émilie, repentante, rentra plus tôt, jurant fidélité. Leur réunion fut passionnée, mais marquée par la prudence. La société continuait d'évoluer, une loi sur le mariage égalitaire renforcée inspira Sophie à proposer. À genoux dans un parc lyonnais, elle demanda la main d'Émilie. Acceptation joyeuse. Mais les préparatifs révélèrent des conflits, famille de Sophie hésitante. Celle d'Émilie enthousiaste. Un compromis fut trouvé, mais une cousine conservatrice boycotta, ravivant les blessures. Le jour du mariage approchait. Tension palpable. Sophie, nerveuse, confia à sa mère, « J'ai peur que ce soit trop beau. » La mère, évoluée, répondit, « L'amour vaut les risques. » Le mariage fut une célébration intime. Sous le soleil lyonnais, entourée d'amis et de familles réconciliées. Sophie et Émilie échangèrent des vœux émouvants, promettant de naviguer les tempêtes ensemble. Le père de Sophie, dans un toast,
Admis publiquement ses erreurs passées. Une catharsis collective. Mais la lune de miel en Italie fut interrompue par une nouvelle, une plainte pour diffamation contre Sophie, lancée par un groupe conservateur suite à son livre. Le retour fut brutal. Avocats et médias envahissants. Émilie. Supportive. Mais épuisée. Questionna, quand cela s'arrêtera-t-il? Sophie. Déterminée. Poursuivit le combat. Mais le stress éroda leur joie nuptiale. Des mois de procès drainèrent leurs énergies. Sophie gagna. Mais à quel prix? Émilie. Distante. Avoua une dépression rampante. Thérapie de couple reprise. Elles disséquèrent les dommages, sacrifices accumulés. Dommages émotionnels. Sophie réalisa que son activisme, bien que noble, avait coûté cher à leur relation. Elles décidèrent d'une pause dans l'engagement public, se focalisant sur elles-mêmes. Un voyage en Provence, chez les parents d'Émilie, offrit un répit, reconstruisant l'intimité. Là, Sophie confia son désir d'enfant, un rêve partagé mais effrayant. Émilie, hésitante, accepta d'explorer l'adoption. Des années passèrent, leur vie stabilisée. Un enfant adopté, une petite fille nommée Louise, apporta une nouvelle dimension. Mais les vieux démons ressurgirent quand Louise, à l'adolescence, questionna ses origines. Sophie, honnête, raconta son histoire, inspirant Louise à embrasser sa propre identité. Émilie, fière, vit leur famille comme un triomphe sur l'adversité. Pourtant, une visite surprise de la famille de Sophie révéla une ultime trahison. Le père, mourant, avait déshérité Sophie, arguant une moralité douteuse. Blessée, Sophie confronta sa mère, qui défendit faiblement. Le choix fut clair, couper les liens définitivement. Émilie soutint Sophie. Mais le poids accumulé mena à une crise. Émilie proposa une séparation temporaire pour respirer. Sophie, dévastée, accepta, réalisant que l'amour exigeait parfois le lâcher-prise. Seule, elles réfléchirent. Sophie écrivit un second livre. Émilie se consacra à l'art thérapeutique. La réunion vint naturellement, plus forte, ayant payé le prix de leur choix. Leur histoire, un témoignage de résilience, inspira des générations. Mais au fond, était-ce la société qui les avait brisés? Ou leurs propres décisions intransigeantes?